Salam alaikum, bonjour. Eh bien, bienvenue pour cette toute première vidéoconférence que je vais réaliser. C'est un exercice, on va dire, nouveau pour moi. J'ai plutôt l'habitude d'animer des conférences ou des ateliers live avec un public en face de moi. Et aujourd'hui, je vais m'essayer et j'espère que ça va se faire pour plusieurs séries de conférences, de vidéoconférences. Je vais m'essayer à cet exercice. Voilà, donc avec pour première, comment dirais-je, cette, cet avant-propos, sa première fonction, c'est vraiment d'abord, en toute modestie, en toute humilité, de, voilà, de vous proposer peut-être une approche, mon approche sur certains sujets, sachant que je suis un autodidacte, que je suis effectivement connu pour mes travaux autour de l'écologie et de l'environnement en Algérie, mais c'est pas pour cela que tout ce que je vais dire ici est parole de vérité absolue. J'espère même qu'il y aura des choses à redire, à perfectionner. C'est en partageant avec vous justement mes points de vue que j'espère bien avoir des retours et justement aller plus loin dans mes réflexions. Alors, la première vidéoconférence que j'avais envie de la faire avec une approche de l'écologie et de l'environnement, et pas seulement qu'en Algérie, mais de l'écologie, donc un peu différente, peut-être moins environnementaliste et plus écologiste, qu'on a d'ailleurs en Algérie encore plus tendance à faire. Donc cette approche environnementaliste, placer l'écologie autour de la question de la nature, de la protection de la nature et encore plus dans notre pays de la gestion des déchets. J'avais envie de sortir de ces sentiers battus endémiques pour aborder donc ce sujet de l'écologie et de l'environnement sous une approche différente, peut-être un peu plus, je vais oser le dire, philosophique, métaphysique, mais qui n'en sera pas pour autant coupé de la réalité, du concret. Alors, le titre de cette vidéoconférence, c'est Environnement et technologie. Environnement et technologie, la plupart du temps, quand je propose cette conférence, dans l'esprit des gens, quand j'interroge les gens un petit peu au début, comment est-ce qu'ils imaginent le déroulé, le développement, les sujets qui vont être abordés dans cette conférence, souvent ils pensent qu'il va être question d'énergie solaire, de technologie pour respecter l'environnement. Voilà, et moi j'ai plutôt envie de parler vraiment de la technologie comme environnement, en fait, et de la relation de l'être humain avec justement cette technologie, et de faire même un plaidoyer pour une laïcité technologique. Alors je sais que ce mot-là, laïcité, et plus particulièrement en Algérie, il a tendance à faire réagir les gens, d'ailleurs en bien comme en mal, souvent de façon un peu, on va dire, comment dirais-je, vive. Je vous propose d'aller plus loin que l'émotion, d'aller plus loin que les mots-clés, d'aller plus loin que les préjugés, justement de me laisser poursuivre le cheminement de cet exposé pour vous expliquer ce que j'appelle laïcité technologique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. C'est un concept qui est propre à l'écologie politique. Et vous verrez justement que cette laïcité technologique, elle a surtout une relation avec la citoyenneté technologique. Voilà. Donc j'espère que ce sous-titre va aiguiser votre curiosité beaucoup plus que la freiner. Il était une fois en Algérie. Ce qui est important de vous dire, c'est que, en fait, cette réflexion que j'ai eue sur l'environnement et la technologie, sur la relation entre l'être humain et la technologie, et les sciences, les techniques, elle remonte à beaucoup plus loin que mon engagement dans l'écologie et l'environnement en Algérie, qui date à peu près de 2009-2010. L'événement dont je vais vous parler, eh bien, qui a été, on va dire, un déclencheur, peut-être mon eureka à ce sujet, eh bien, il est beaucoup plus ancien. Il date de mon adolescence, de la fin de mon adolescence et du début de mon âge adulte.
Et il a pour antagoniste cet homme, El Hadi Latresh El Chaoui, qui est un berger, un agriculteur, un Dowari de l'est, du nord-est de l'Algérie, plus précisément à Guerbez, dans la région de Guerbes-en-Hadja, commune de Djendel, qui est dans la daïra de Azaba et Wilayet Skida. Cet homme, avant tout autre mentor que j'ai pu avoir à propos de l'écologie et de l'environnement, bien avant, quand j'étais enfant, quand je regardais le Capitaine Cousteau, Nicolas Hulot, plus tard certaines lectures plus ou moins heureuses comme celle de Pierre Laprie, et d'autres, Ivan Illich, Jacques Ellul, vraiment beaucoup d'auteurs, Charbonneau, André Gortz, et je pourrais en citer vraiment beaucoup. Eh bien, cet homme, chez qui j'ai passé tous mes étés, vraiment de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, eh bien cet homme a été vraiment mon inspiration et c'est lui qui m'a appris énormément de choses sur la nature, justement parce que ce mot nature, il ne l'a jamais utilisé quand il m'en a parlé, et que je l'ai suivi en fait à travers ses pâtures. J'ai essayé d'être au plus proche de son quotidien, de son parler. C'était pas toujours évident, parce que c'est un homme d'une génération qu'on appelle Nes Bekri aujourd'hui, et ces gens-là avaient plutôt une manière de parler beaucoup très métaphorique, les ma'na. Je pense que tout le monde, toute personne algérienne qui est au fait de ses traditions et de son passé voit tout à fait ce que je veux dire. Et voilà, et cet homme, en fait, je l'ai suivi, il a été mon maître, j'étais son disciple. Et notre école, elle a été justement comme dans les écoles grecques, l'école grecque antique, eh bien, c'était une école de la nature, c'était une école qui se faisait dans l'observation de la nature, l'observation de la vie. Eh bien, la dernière conversation que j'ai eue avec cet homme qui m'a énormément marqué, au point que je dis que j'ai mes études, quand on me demande quelle étude et de quelle école je dis que j'ai étudié l'école de l'Hadi Latresh, dit El Chaoui. Eh bien, la dernière conversation que j'ai eue avec lui, vraiment, elle a été fondatrice pour moi. Je me souviens, c'était la veille de mon retour en France. Il m'avait convoqué derrière la cuisine à dîner avec lui. Donc, pour moi, c'était un grand honneur, surtout que ça faisait un moment que, comme j'avais grandi, il était moins proche de moi, en tout cas, et lui, il commençait à vieillir aussi, et voilà, à être très préoccupé. Et il m'a convoqué, j'ai dîné avec lui. Une fois le dîner terminé, il m'a regardé d'un air très solennel, et il m'a tenu les propos suivants. Karim, tu sais, à présent que les années ont passé, je t'ai connu tout petit. Allah ibarak, aujourd'hui tu es presque devenu un homme, tu es en train de devenir un homme. Tu grandis, et moi je vieillis. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois que tu reviendras, si tu reviens déjà, l'été prochain, peut-être que tu ne me trouveras pas ici. Et je ne veux pas que ça t'attriste, il faut vraiment que c'est la vie, tu sais. J'ai essayé de te donner un maximum de choses, de t'apprendre tout ce que j'ai pu t'apprendre, ce que tu as pu comprendre aussi avec ton âge. Et j'ai envie de te laisser une dernière, comment dirais-je, à la fois te laisser une dernière leçon, te proposer une dernière leçon, mais aussi te faire une requête. Je pense que depuis que tu me connais, je t'ai jamais demandé grand-chose, et aujourd'hui j'ai vraiment besoin de toi. À ce moment-là, il sortit de sa poche, presque religieusement, cet objet. Karim, vois-tu, ma montre est cassée. Et mon souci, c'est que cette montre, je n'arrive pas à retrouver la même ici en Algérie. Je t'ai jamais rien demandé. J'ai toujours veillé en sorte d'être autonome pour me nourrir, pour me soigner. J'ai rarement acheté autre chose que certains vêtements, du café, du sucre, des choses que je ne pouvais pas produire moi-même. Mais cette montre, elle m'est très précieuse. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai du mal à en trouver une comme celle-ci.
Parce qu'aujourd'hui, les montres qu'on me propose, comme celle que tu as à ton poignet, ces montres en plastique, eh bien, pour moi, elles représentent un monde qui n'est pas du tout le mien. Le monde qui est le mien est celui de ces montres. Et ces montres, leur particularité, c'est qu'elles se remontent à la main. C'est moi qui suis, en quelque sorte, le maître du temps, le maître de mon temps. Et même si je suis tout à fait capable de savoir l'heure qu'il est en regardant le ciel et en jugeant un petit peu de la position du soleil, parfois j'ai besoin, et puis je me suis habitué à cet objet. Et aujourd'hui, cet objet est tombé en panne et c'est un des rares objets qui m'entourent que je ne sais pas réparer. Aussi, je te demanderai de m'acheter une montre comme celle-ci. Si tu veux, je te rembourse, il n'y a pas de souci. Mais ramène-moi cette montre et surtout, je te répète, veille à ce que cette montre ne fonctionne pas à pile et que je puisse la remonter. Tu sais, Karim, quelque part, les montres que vous avez aujourd'hui en plastique, elles sont pour moi révélatrices du monde dans lequel tu vis. Et je pense, si tu veux, mon humble avis, que tu vis dans un monde où la responsabilité, elle est de moins en moins présente, puisque quelque part, aujourd'hui, vous ne prenez plus le temps de remonter vos montres. Vous les portez d'ailleurs à votre poignet. Nous, à mon époque, notre montre, c'est notre temps, c'était quelque chose, quelque part, un bijou, et c'était quelque chose qu'on n'exhibait pas, et qu'on le mettait dans notre poche, et qu'on sortait qu'à certains moments. Aussi, le fait que vous utilisiez des piles montre bien que vous ne prenez plus le temps de penser à remonter votre montre. Et moi, je pense, si tu veux mon humble avis, que cette caractéristique, le fait que ces objets, et je pense que ce n'est pas le seul objet qui t'entoure, là où tu vis, eh bien, me donne envie de te donner un conseil. Karim, toute ma vie, je n'ai pas grand-chose à t'apprendre sur le monde dont tu viens, sur la technologie, sur les objets que tu utilises, mais toute ma vie, moi, j'ai élevé du bétail et j'ai appris à connaître ce bétail. Et en le connaissant, j'ai aussi en observant, en veillant à ce qu'il soit toujours en bonne santé, bien entretenu. Déjà, dans un premier temps, je suis devenu riche grâce à ça, grâce au savoir-faire, parce que j'ai pu justement même aller au sourg, acheter des bêtes qui étaient des fois peut-être fatiguées, malades, ou à des périodes où il y avait très peu de malra, donc il y avait très peu de, comment dirais-je, de nourriture, et j'arrivais à les requinquer et à les vendre beaucoup plus cher, une fois mon œuvre accomplie. Donc la responsabilité, c'est quelque chose qui a animé toute ma vie. Et si tu veux mon humble avis, dans le monde dans lequel tu vis, il me semble que une chose à laquelle tu dois faire très attention, c'est à ce manque de responsabilité. Et c'est pour cela que je te conseille, si tu veux mon humble avis, quand tu manges de la viande, quand tu achètes de la viande, il vaudrait mieux pour toi que tu saches qui l'a élevé et qu'est-ce que la bête a mangé. Pourquoi? Eh bien tout simplement, prenons un petit peu justement le bétail que nous avons l'habitude, nous, éleveurs d'Oharé de ma région d'élever, c'est-à-dire le mouton, la vache et la chèvre. Eh bien, tu verras que la qualité de cette viande, la qualité pour toi, eh bien, elle dépend de la santé de la bête que tu vas manger. Et elle dépend donc aussi de ce qu'a mangé cette bête. Eh bien, c'est pour cela que je dis toujours que la viande de mouton, c'est une viande qui n'est pas très très intéressante d'un point de vue sanitaire. Parce qu'en fait, quelque part, le mouton, il broute toujours de l'herbe, il broute toujours la même chose. Et sa viande n'est pas très riche en fait en doigts, en principes, on va dire, médicinaux. La vache, je pense que c'est déjà un peu mieux. La vache, effectivement, elle broute l'herbe, mais elle peut manger aussi pas mal de choses. Hein. Même si le mouton, il lui arrive de manger quelques arbustes, de brouter quelques arbustes et tout. Mais ce n'est pas aussi varié. Son régime est peut-être moins varié. Et en tout cas, dans ma région,
dans notre région que celui de la vache. Et la vache, en plus, elle se déplace toute seule. En général, elle choisit beaucoup plus ce qu'elle veut manger que le mouton qui suit en fait là où je l'emmène pâturer. Mais mon fils Karim, si tu veux vraiment, vraiment, vraiment manger une viande très très bonne pour ta santé, la kent hab terbah, comme on dit chez moi, eh bien, mange de la viande de chèvre. Parce que de ces 3 animaux domestiques, aucun autre animal ne broute, n'a un régime, alimentaire aussi varié et riche que la chèvre. Et donc, c'est cette richesse et dans le choix des aliments que cet animal broute, mange, eh bien, tu vas trouver tous les ingrédients de ta santé. C'est pour cela que je reviens sur cette idée et que j'ai envie de te dire vraiment, Karim, quand je vois les montres et quand je vois certains objets venant de ton monde qui se sont importés dans le mien, eh bien, je serais tenté de te dire que tu dois absolument faire attention à ce que tu manges. Et je ne pense pas que dans ton monde, la responsabilité, et notamment en matière de nourriture, elle soit au rendez-vous. C'est pour cela que je te répète encore une fois, si tu peux le faire, quand tu achètes de la viande, renseigne-toi sur ce qu'elle a mangé et qui l'a élevée. Voilà, cette conversation sur les objets que j'utilise dans mon monde, donc c'est-à-dire Paris pour lui, la France, une société industrielle, hautement développée, même déjà dans les années 80, parce que nous étions fin des années 80, nous étions plutôt vers fin des années 90, milieu des années 90 précisément. Eh bien, cet homme, je vais vous expliquer pourquoi sa sagesse, son sens de l'observation font de lui un écologiste de premier ordre et un écologiste dont l'intuition est aussi puissante et prégnante qu'une science. Eh bien, tout simplement parce que quand je suis rentré en France, donc c'était 90, voilà, quand je suis rentré en tout cas, quelques mois après mon retour, on a commencé à parler du syndrome de la vache folle. C'était un scandale, vraiment, et c'était vraiment nouveau à l'époque, en tout cas pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler justement qu'il y avait certains éleveurs qui donnaient à manger des farines au bétail. Et dans ces farines, les producteurs de ces farines, malheureusement, y introduisaient des os de vaches, de bétail moulu. C'est-à-dire que des vaches mangeaient des vaches. Et ça a eu une conséquence vraiment catastrophique sur la santé de ces vaches, puisque ces vaches, elles ont commencé à avoir des symptômes justement de vache folle, hein, un peu comme du Alzheimer ou voilà, des spasmes et tout. Et on a commencé à se poser la question justement de l'impact de cette viande, donc de manger cette viande sur la santé de l'être humain. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a été question d'étiqueter la viande en marquant, en précisant absolument l'origine de la bête, le nom de l'éleveur et quelque part, on a commencé à s'intéresser à savoir ce qu'elle mangeait. Et c'est là où, quand je reviens donc à cette conversation fondatrice que j'ai eue avec mon grand-oncle, donc dans les années 90, eh bien, c'est là, je pense, que j'ai pris ma première grande leçon d'écologie politique. Et que j'ai compris que quelque part, entre le monde d'où je venais et le monde auquel mon grand-oncle, dans lequel mon grand-oncle a évolué, eh bien, il y avait quelque part des différences, des points communs. Le sien était un monde charnière, le mien était aussi un monde charnière, mais vers autre chose. En tout cas, lui, il avait connu
et j'avais connu à travers son enseignement un monde où la technologie n'était pas encore aussi prégnante et où la responsabilité était d'abord celle de l'individu, même au sein de la communauté, mais il y avait cette notion justement de responsabilité individuelle vis-à-vis de la communauté et de conscience collective, justement que chacun de nos actes ont un effet sur notre entourage. Et c'est là donc que quelque part, la première leçon de technologie et d'environnement, c'est la première leçon que j'ai prise. Voilà donc pour cette introduction et je vous propose donc dans une prochaine vidéo d'aborder la première partie de mon exposé, Homo Faber. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.